Saviez-vous que certaines des voitures les plus vendues au monde échouent lamentablement à un test de sécurité de base? Qu'un modèle qui, hier encore, bénéficiait d'une excellente note, se révèle aujourd'hui dangereux dans un type d'accident bien précis? Et que, sur 20 SUV modernes soumis à ce test, un seul l'a réussi? J'ai commencé à enquêter sur ce qui se passe exactement, et la réponse est plus intéressante qu'il n'y paraît. Tout commence avec l'IIHS, l'Institut d'assurance pour la sécurité routière aux États-Unis. Cet organisme indépendant effectue des crash tests sur les voitures américaines depuis des décennies avec un objectif très précis: réduire le nombre de morts sur les routes. Il réalise des centaines de tests par an avec des scénarios allant de la collision frontale classique à des situations plus spécifiques. Que se passe-t-il si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité? Comment une voiture se comporte-t-elle en cas de tonneau? Que se passe-t-il lors d'une collision entre une voiture ancienne et une voiture récente? Comment l'habitacle résiste-t-il si un camion vous roule dessus par en dessous? En bref, les scénarios que l'on imagine quand on pense trop souvent aux accidents. Le fruit de tout ce travail, ce sont des données. Beaucoup de données. Et certaines d'entre elles sont particulièrement révélatrices. Par exemple, il dispose d'un tableau répertoriant le nombre de décès enregistrés par millions de véhicules vendus pour chaque modèle. Plusieurs voitures affichent un zéro absolu dans ce tableau. 0 décès documenté par millions d'unités. Un chiffre qui semble impossible, mais qui existe bel et bien. À l'autre extrême, le pire de la liste au moment de la publication de cette vidéo est la Ford Fiesta américaine, avec 141 décès par million d'unités enregistrées. Sachant que la plupart des modèles se situent en dessous de 10 décès, cela n'augure rien de bon pour la Fiesta. L'objectif de ces tests n'est pas d'établir un classement des véhicules les plus embarrassants, même s'ils y contribuent également. Il s'agit de comprendre les dysfonctionnements, leurs causes, et d'inciter les constructeurs à les corriger. Et de ce point de vue, ils sont extrêmement efficaces. Des décennies de crash tests ont radicalement transformé les voitures que nous achetons, même si la plupart des gens n'en ont pas conscience. Chaque fois que vous montez dans une voiture moderne et que vous attachez votre ceinture, vous bénéficiez de plusieurs années d'impact contrôlé et de données collectées au ralenti. Le test le plus classique, celui que tout le monde a vu en vidéo, est le test de choc frontal. La voiture roule à environ 60 km/h et percute un bloc de béton. Des centaines de capteurs, répartis dans la voiture, le mur et le mannequin de crash test, recueillent des données sur le comportement de la structure lors de l'impact, la force transmise aux conducteurs et aux passagers, la réaction des airbags et la déformation du compartiment moteur. Ces informations sont extrêmement précieuses. Les voitures modernes sont conçues pour se déformer de manière très précise. L'avant absorbe l'énergie de l'impact de façon contrôlée, comme un accordéon programmé, tandis que l'habitacle reste intact. Les voitures plus anciennes s'écrasaient tout simplement, sans stratégie, sans zone conçue pour se déformer ni pour résister à l'impact. Tout cédait de la même manière, y compris l'habitacle. Des décennies de tests de choc frontal ont permis aux voitures modernes de gérer ce type d'accident de façon satisfaisante. Le problème, c'est que tous les accidents ne sont pas des collisions frontales. Le deuxième scénario le plus dangereux est un choc latéral. Lorsqu'une personne ne cède pas le passage à un passage piéton et vous coupe la route à pleine vitesse. C'est une épreuve particulièrement difficile pour une raison physique très simple. Il y a beaucoup moins de matière entre le point d'impact et vous que lors d'une collision frontale. Lors d'une collision frontale, le capot, le moteur, la structure avant, les zones de déformation programmées amortissent le choc entre l'objet et votre corps. Lors d'un choc latéral, il n'y a pratiquement que la portière. On pourrait concevoir une voiture avec d'énormes pare-chocs latéraux, mais il faudrait un parking de 2 hectares pour la garer. Les statistiques d'accidents rendent ce problème très concret. Les collisions latérales représentent entre 15 et 20% des accidents de la route aux États-Unis, mais sont responsables de 23% des décès. Elles tuent bien plus que leur poids statistique ne le laisse supposer. Et une statistique mérite d'être prise en compte. Si votre voiture a obtenu une bonne note au test de résistance aux chocs latéraux, la probabilité de mourir dans ce type d'accident est 70% inférieure à celle d'une voiture ayant obtenu une mauvaise note. 70%. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement. C'est la différence entre un accident qui vous conduit à l'hôpital et un accident mortel. Voilà ce qui est en jeu dans ces tests. Pendant des années, le test d'impact latéral de l'IIHS utilisait une barrière de 1650 kg se déplaçant à 50 km/h. Cette barrière représentait le poids moyen d'un SUV lors de la conception du test au début des années 2000. Elle était adaptée à l'époque. Le problème, c'est que le marché a considérablement évolué.
Ces 15 dernières années, les routes se sont remplies de SUV toujours plus grands et plus lourds. Le poids moyen d'un SUV n'est plus de 1650 kg, il est de 2100 kg, et la vitesse à laquelle les accidents se produisent n'a pas diminué. L'IIHS a donc modernisé la barrière pour refléter la réalité des routes actuelles. Elle pèse désormais 2100 kg et se déplace à 60 km/h. La conséquence mathématique de ce changement est que les voitures doivent désormais absorber jusqu'à 80% d'énergie en plus qu'auparavant. 80% de plus. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement de paramètres. C'est un niveau de demande totalement différent. Mais cette mise à jour ne se limitait pas à la masse et à la vitesse. Une autre découverte, plus subtile et peut-être plus importante, a été faite. La barrière classique répartissait sa force de manière assez uniforme le long de la portière. Cela semblait logique, mais il s'est avéré qu'elle ne reproduisait pas fidèlement ce qui se passe lors d'une collision réelle avec un SUV. En réalité, la masse d'un SUV est répartie plus haut que celle d'une voiture classique. Ainsi, lors d'un impact latéral, la force n'atteint pas les zones les plus robustes du véhicule, les portières renforcées et le plancher. Elle frappe plus haut, directement les vitres et les montants de carrosserie, qui sont structurellement plus vulnérables. L'IIHS a filmé les deux scénarios avec une caméra haute vitesse, et la différence est visuelle et immédiate. Avec l'ancienne barrière, la voiture a tendance à partir en tête à queue lors de l'impact. Avec un véritable SUV, elle penche vers l'intérieur. Les lois de la physique étant différentes, une voiture qui se comporte bien dans l'une aura un comportement très différent face à l'autre. C'est pourquoi la géométrie de la barrière a été repensée pour mieux correspondre à celle d'un SUV moderne. Hauteur d'impact plus importante, masse plus élevée, vitesse accrue. Un scénario bien plus proche de la réalité lorsqu'un SUV de taille moyenne grille un stop et vous percute latéralement. Pour ce test actualisé, l'IIHS a sélectionné 20 SUV du marché américain. Ford Escape, Kia Sportage, Honda HR-V, Jeep Renegade et d'autres modèles similaires. Tous étaient des modèles récents dotés de technologies de sécurité modernes et avaient obtenu de bons résultats lors de tests précédents. Les résultats furent un désastre quasi total. 19 des 20 SUV ont échoué au test ou ont obtenu de mauvaises notes. Un seul l'a réussi haut la main, le Mazda CX-5. Oui, Mazda. Pas le constructeur auquel on pense habituellement lorsqu'on évoque la sécurité passive de haut niveau. L'IIHS n'a pas été surpris. Selon eux, c'est précisément l'objectif de la mise à jour des tests. Les voitures étaient conçues pour réussir l'ancien test et non pour résister aux conditions réelles que le nouveau représente. Tout comme en 2003, lors de l'introduction du test d'impact latéral initial, une seule des 5 premières voitures testées l'avait réussi. Les progrès en matière de sécurité ne sont pas le fruit de la réussite des constructeurs dès le départ. Ils résultent de tests de plus en plus rigoureux, obligeant les constructeurs à s'adapter sous peine de critiques. La question qui se pose est de savoir ce qui différencie le CX-5. Sur la vidéo de l'accident, on constate que la Mazda se déforme considérablement à l'extérieur. La carrosserie se plie, la tôle se tord, et elle ressemble à une épave. Mais à l'intérieur, les mannequins de crash test représentant les occupants sont parfaitement protégés. La voiture se déforme aux endroits stratégiques et conserve sa forme là où c'est nécessaire. C'est précisément le rôle d'une structure de sécurité bien conçue. Mazda a renforcé la cellule de sécurité et ajouté des airbags rideaux latéraux qui se déploient correctement lors de ce type d'impact, conservent leur position et créent une barrière efficace entre les occupants et la structure en déformation. Comparons cela à la Honda HR-V, elle aussi équipée d'airbags rideaux latéraux et qui est également une voiture moderne et réputée. Le résultat du nouveau test est radicalement différent. La structure de la HR-V se déforme excessivement vers l'intérieur. La déformation s'étend presque jusqu'à la moitié de l'habitacle. De plus, l'impact est survenu par le dessous de la structure principale de l'habitacle, essentiellement du plancher vers le haut, un angle que la conception n'avait pas pris en compte. L'espace pour le conducteur est considérablement réduit. Même équipement de sécurité, même type de voiture, résultats opposés. D'autres modèles testés possédaient des montants B fortement renforcés. Ce montant métallique central séparant les portes avant et arrière. Les ingénieurs ont fait du bon travail à ce niveau. Mais les portes elles-mêmes n'étaient pas à la hauteur et finissaient par se replier vers l'intérieur, annulant ainsi les efforts déployés sur le montant. Une forteresse entourée de murs en carton. Fait intéressant,
L'une des conclusions pratiques qui se sont dégagées de cette série de tests est que l'ajout de renforts horizontaux à l'intérieur des portes améliore considérablement les résultats. Ce n'est pas une solution coûteuse. C'est un enseignement tiré directement de l'observation des défaillances. Il y a quelque chose de potentiellement troublant dans tout cela. Qu'une voiture obtienne un bon score à un test ne signifie pas qu'elle est sûre en soi. Cela signifie qu'elle est sûre selon les critères de ce test à ce moment précis. Lorsque ces critères évoluent pour mieux refléter la réalité, de nombreuses voitures qui semblaient sûres s'avèrent finalement moins sûres. Et c'est précisément le principe du système. Les tests ne sont pas un examen ponctuel que l'on réussit une fois pour toutes. Il s'agit d'une norme évolutive, mise à jour au gré des changements du monde réel. Les SUV d'aujourd'hui sont plus lourds qu'il y a 15 ans. Si les tests ne prennent pas en compte cette évolution, les données sont inutiles et les constructeurs n'ont aucune incitation réelle à améliorer leur véhicule. Le travail de l'IIHS est gênant pour l'industrie. Personne ne souhaite voir son dernier modèle dans une vidéo avec un mannequin déplacé, une structure écrasée et une mauvaise note affichée en gros caractères. Mais c'est précisément ce malaise qui pousse les fabricants à repenser, renforcer et améliorer leurs produits. Réussir un test du premier coup ne sert à rien. La liste des voitures affichant 0 décès par million d'unités est, sans surprise, dominée par des SUV haut de gamme au prix exorbitant. Une exception notable se distingue toutefois, la Volkswagen Golf figure dans ce classement. Le fait qu'une berline compacte à prix raisonnable se retrouve aux côtés d'un Range Rover dans les meilleurs classements de sécurité en dit long sur les priorités de conception de ce modèle. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de décennies de tests, d'échecs, de refontes et de nouveaux tests. Si cela vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo expliquant pourquoi de nombreuses voitures modernes échouent également aux tests de collision avec des élans, une autre histoire tout aussi intéressante et bien moins connue. Le lien est disponible ici. Voilà comment les voitures sont passées de source de mort à sauveur de vie. Non pas parce que les ingénieurs sont des génies dès le départ, mais grâce à un système qui les oblige à s'améliorer constamment. Un crash test, même inconfortable, à la fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire quelle voiture vous aimeriez voir soumise à un test de ce genre. À bientôt dans la prochaine vidéo.